Dans les ruelles poussiéreuses d'Abomey, au cœur du Bénin, vivait un homme dont le nom résonnait dans tous les quartiers après le coucher du soleil. Kwadwo Akambi, 43 ans, époux d'Adjo depuis 20 ans et tuteur de 3 jeunes adultes de sa famille élargie, était bien plus qu'un simple chauffeur de taxi. Ses mains calleuses, marquées par des années à tenir le volant, racontaient l'histoire d'un homme qui avait fait de la route sa seconde demeure. Son visage buriné portait les traces de 1000 nuits passées à sillonner les chemins obscurs de sa ville natale. Mais ce qui rendait Kwadwo unique, c'était son don de conteur. Chaque passager qui montait dans son taxi jaune délavé repartait avec une histoire gravée dans la mémoire. Des récits de djinns malicieux, d'esprits vengeurs et de revenants qui hantaient les carrefours. « Oncle Kwadwo, raconte-nous encore l'histoire du baobab qui pleure !» suppliaient les jeunes adultes du quartier quand il rentrait à l'aube, sa journée de travail terminée. L'histoire de la famille Akambi était intimement liée aux traditions spirituelles de la région. Le grand-père de Kwadwo, Runpatin, avait été un puissant Bokono, un devin respecté qui communiquait avec les ancêtres. Sa grand-mère, Aziza, était réputée pour ses visions prémonitoires. Mais Kwadwo avait choisi une voie différente. Il préférait les histoires aux rituels, les récits aux incantations. « Les anciens ont transmis leur sagesse par les contes », disait-il souvent. « C'est ma façon de perpétuer la tradition. » Sa femme, Adjo, institutrice de profession, l'encourageait dans cette passion. Elle voyait en lui un gardien de la culture, un pont entre l'ancien monde et le nouveau. Leur famille élargie incluait Kofi, sa nièce de 23 ans étudiante en médecine, et les jumeaux Kokou et Kokus, ses neveux de 20 ans, l'un étudiant en beaux-arts, l'autre apprenti mécanicien. Le taxi de Kwadwo, une vieille Peugeot 504 jaune achetée d'occasion 15 ans plus tôt, était devenu légendaire dans la ville. Les habitants l'avaient surnommé Gbeto Djevu, le taxi des esprits, car il circulait principalement la nuit et semblait attirer les histoires les plus étranges. « Dis-moi, Kwadwo, lui avait demandé un jour son ami Honoré, chauffeur de 45 ans, « où trouves-tu toutes ces histoires ?» Kwadwo avait ri de ce rire profond qui venait du ventre. « Les histoires me trouvent, mon frère. La nuit, les routes parlent à ceux qui savent écouter. » Mais au fond de lui, Kwadwo gardait un secret. Parfois, très rarement, il vivait réellement des expériences qu'il ne pouvait expliquer. Des moments où la frontière entre le réel et le surnaturel semblait s'estomper. Cette semaine-là, plusieurs événements étranges s'étaient produits dans la ville. Mama Célestine, la vendeuse de 38 ans du marché central, avait juré avoir vu sa mère décédée près de l'étal de fruits. Le pasteur innocent, quadragénaire respecté, avait trouvé son église remplie de papillons blancs à matin, sans pouvoir expliquer d'où ils venaient. Et puis il y avait eu cette panne d'électricité qui avait plongé tout un quartier dans l'obscurité pendant 3 nuits consécutives, sans raison technique apparente. Les anciens hochaient la tête d'un air grave. « Les esprits s'agitent », murmurait-il. Kwadwo avait remarqué ces signes, mais il les attribuait aux superstitions locales. Il était un homme moderne après tout, même s'il respectait les traditions de ses ancêtres. Ce mercredi 15 octobre avait commencé comme tous les autres. Kwadwo s'était levé à 5 heures du matin, avait pris son petit déjeuner avec Adjoa, du café noir et des beignets de haricots, puis avait salué Kofi qui partait pour ses cours de médecine à l'université. Sa journée s'était déroulée normalement, course vers l'aéroport, trajet entre quartiers, discussion avec d'autres chauffeurs à la station de taxi près du marché d'Antokpa. Rien ne laissait présager que cette nuit changerait le cours de sa vie. Vers 18 heures, il était rentré dîner chez lui. Adjoa avait préparé son plat préféré, du riz gras aux crevettes accompagné de sauce gombo. Kofi parlait de ses examens de fin d'année. Kokou montrait ses dernières toiles et Kokou racontait ses progrès au garage. Après le repas, Kwadwo s'était accordé 1 heure de repos. Il avait regardé les actualités à la télévision avec sa famille, plaisanté avec ses neveux, aidé Kofi avec une traduction médicale complexe. « Oncle, pourquoi tous tes contes finissent-ils mal ?» lui avait demandé Coco. « Parce que c'est ainsi que les leçons s'impriment dans nos cœurs, mon neveu. Les histoires heureuses nous font sourire, mais les histoires terrifiantes nous font réfléchir. » Vers 21 heures, il s'était préparé pour sa tournée nocturne. Il avait vérifié l'essence de sa voiture, contrôlé la pression des pneus, nettoyé le pare-brise. Des gestes rituels qu'il accomplissait chaque soir depuis des années. 22 heures.
Quadjo démarra son moteur dans un grondement familier. La Peugeot 504, malgré ses nombreuses réparations, ronronnait encore comme au premier jour. Il salua Adjoa d'un geste de la main depuis la fenêtre de leur petite maison. « Fais attention à toi !» lui cria-t-elle, comme chaque soir depuis 20 ans. « Les ancêtres veillent sur moi !» répondit-il avec un sourire. Les premières heures s'écoulèrent tranquillement. Quadjo transporta un couple d'étudiants vers un restaurant, puis un homme d'affaires à son hôtel. Vers minuit, il s'arrêta près du rond-point de l'Étoile Rouge pour boire un café chez Mama Juliette, une femme de 55 ans qui tenait un petit kiosque ouvert toute la nuit. « La nuit est étrange ce soir, papa Quadjo », lui dit la vendeuse en lui tendant sa tasse. « Mes poules n'arrêtent pas de caqueter depuis le coucher de soleil. » 1h du matin, Quadjo roulait lentement dans le quartier des Cocotiers, guettant d'éventuels clients. C'est alors qu'il remarqua la brume. Elle montait du sol comme des doigts fantomatiques, inhabituel pour cette saison sèche. Sa radio, qui diffusait habituellement les programmes de la radio nationale, commença à grésiller. Des voix lointaines semblaient parler dans des langues inconnues, puis la musique traditionnelle fit place à un silence inquiétant. Quadjo ressentit un frisson inexplicable. Ses années d'expérience lui avaient appris à faire confiance à son instinct, et celui-ci lui criait maintenant qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il pensa un instant faire demi-tour, rentrer chez lui, serrer sa femme dans ses bras. Mais il chassa cette idée. Il était Quadjo Akambi, le chauffeur intrépide qui n'avait peur de rien. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Vers 2h du matin, Quadjo se dirigeait vers le grand marché d'Antokpa, espérant y trouver des clients tardifs. C'était un trajet qu'il connaissait par cœur, une route qu'il avait empruntée des milliers de fois. Mais cette nuit-là, le chemin semblait différent. Plus long, plus sombre, plus silencieux. Les lampadaires, habituellement allumés, étaient étrangement éteints. Même les chiens errants, omniprésents la nuit, avaient disparu. Le seul bruit était celui de son moteur, qui résonnait dans le silence comme un battement de cœur solitaire. Quadjo serra le volant plus fort, tentant de chasser l'angoisse sourde qui montait dans lui. « Ce n'est rien, se dit-il à voix haute. Juste une panne de courant dans le quartier. » C'est alors qu'il les vit. 3 silhouettes féminines se dressaient au bord de la route, parfaitement immobiles. Dans le faisceau de ses phares, elles apparurent comme des statues de marbre blanc d'une beauté surnaturelle qui coupa le souffle à Quadjo. La première, au centre, était grande et élancée, apparemment dans la trentaine. Ses cheveux tombaient en cascade parfaite jusqu'à sa taille. La seconde, plus petite et semblant plus jeune, avait un visage d'une douceur angélique. La troisième, visiblement la plus âgée avec ses cheveux argentés, dégageait une autorité naturelle malgré son silence. Toutes 3 portaient des robes blanches qui flottaient dans l'air sans qu'il y ait le moindre vent. Leur peau avait un éclat nacré sous la lune, comme si elles étaient faites de lumière solidifiée. Quadjo ralentit, son cœur battant plus vite. Dans ses nombreuses années de taxi nocturne, il avait transporté toutes sortes de personnes. Des étudiants fêtards, des malades pressés de rejoindre l'hôpital, des travailleurs rentrant de service de nuit. Mais jamais il n'avait ressenti une aura aussi particulière. La femme du centre, celle qui semblait être dans la trentaine, leva gracieusement la main. Ses yeux, d'un noir profond comme un puits, semblaient contenir des siècles de secrets. Quand elle parla, sa voix résonna avec une mélodie étrange qui semblait venir de très loin. « Bonsoir, chauffeur. Nous avons besoin de vos services. » Quadjo arrêta sa voiture, gardant le moteur en marche. Quelque chose en lui criait de partir, de fuir, mais sa politesse naturelle et ses années de professionnalisme prirent le dessus. « Bonsoir, mesdames. Où souhaitez-vous aller ?»« Nous devons rentrer chez nous, » répondit la plus âgée de sa voix cristalline. « C'est assez loin d'ici, mais nous payerons généreusement. » Elle tendit la main, révélant des billets de banque impeccables. L'argent semblait réel, tangible. Quadjo, qui avait toujours besoin de revenus supplémentaires pour aider sa famille élargie, acquiesça. « Très bien. Montez s'il vous plaît. » Les 3 femmes s'approchèrent de la voiture avec une grâce fluide, comme si elles glissaient plutôt qu'elles ne marchaient. Quadjo remarqua qu'ils n'entendaient pas leurs pas sur le gravier. Elles prirent place silencieusement, la plus âgée à côté de lui, les 2 autres à l'arrière. Dès qu'elles furent installées,
la température dans la voiture chuta drastiquement. Quadjo put voir sa propre respiration se transformer en buée. « Dans quelle direction dois-je aller » demanda Quadjo, les mains tremblant légèrement sur le volant. « Tout droit » murmura sa passagère. « Nous vous guiderons. » Quadjo démarra, s'engageant sur la route qui menait vers la sortie de la ville. Il tenta d'engager la conversation, comme il le faisait toujours avec ses clients. Mais aucune de ses questions ne reçut de réponse détaillée. Plus troublant encore, quand il regardait dans son rétroviseur, il ne voyait parfois que des sièges vides. Pourtant, il sentait leur présence, leur poids dans la voiture, entendait le bruissement discret de leurs vêtements. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Quadjo remarqua des phénomènes de plus en plus inquiétants. Sa radio s'était complètement tue, émettant seulement un bourdonnement sourd. L'aiguille de son compteur de vitesse oscillait bizarrement, indiquant tantôt 50 km/h, tantôt 120 km/h, alors qu'il maintenait une allure constante. Le paysage familier de la périphérie d'Abomey se transformait graduellement. Les maisons s'espaçaient, puis disparurent complètement. Les lampadaires s'éteignirent un à un derrière eux, comme si la lumière elle-même fuyait leur présence. « Excusez-moi », dit-il à la femme assise à côté de lui, « mais je ne reconnais plus cette route. Êtes-vous sûr que nous allons dans la bonne direction ?»« Continuez tout droit », fut la seule réponse qu'il obtint. Quadjo regarda son odomètre avec incrédulité. Il indiquait qu'ils avaient parcouru plus de 80 km depuis leur départ. C'était impossible. Ils connaissaient tous les chemins dans un rayon de 50 km autour d'Abomey, et aucun ne ressemblait à cette route interminable qui serpentait maintenant devant eux. La lune, qui brillait faiblement au début de leur voyage, avait complètement disparu derrière d'épais nuages noirs. Seuls ses phares éclairaient le chemin, créant un tunnel de lumière dans l'obscurité absolue. Le silence de ses passagères devenait oppressant. Quadjo sentait leur regard sur lui, froid et pénétrant, même quand il ne les voyait pas dans le rétroviseur. « Mesdames, » dit Quadjo, sa voix trahissant maintenant son inquiétude, « cela fait plus d'1 heure que nous roulons. Combien de temps encore ?» Pour la première fois depuis leur montée, la plus jeune des 3 femmes parla. « Le temps n'a pas la même mesure où nous allons, chauffeur. » Cette réponse cryptique fit frissonner Quadjo. Il commençait à regretter d'avoir accepté cette course. Son instinct, endormi par l'appât du gain et l'habitude de la routine, se réveillait enfin pour lui crier que quelque chose clochait terriblement. Il pensa à Joa, qui devait l'attendre avec inquiétude. Il pensa à Kofi, qui avait un examen important le lendemain, ou Jumeau qui comptait sur lui. Cette pensée lui donna un peu de courage. La route continuait, droite comme un trait tiré à la règle, disparaissant dans l'horizon obscur. De chaque côté, le vide. Pas d'arbres, pas de maisons, pas de vie. Seulement une plaine désolée qui s'étendait à perte de vue. Quadjo regarda le niveau de son réservoir d'essence. Normalement, avec la distance qu'ils avaient parcourue, il aurait dû être proche de la réserve. Pourtant, l'aiguille indiquait encore presque plein. Cela n'avait aucun sens. « J'ai besoin de faire le plein », mentit-il, espérant trouver une excuse pour s'arrêter et réfléchir à la situation. « Ce ne sera pas nécessaire », répondit la voix mélodieuse à côté de lui. « Nous arrivons bientôt. » C'est alors que Quadjo les aperçut au loin, des formes pâles qui émergeaient de la brume comme des spectres se levant de terre. D'abord 1, puis 2, puis des dizaines. Son sang se glaça quand il réalisa ce qu'il voyait. Des pierres tombales, blanches, anciennes, penchées à des angles impossibles. Elles se dressaient dans la plaine comme des dents géantes, créant un paysage surréaliste et terrifiant. « Qu'est-ce que » commença-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge. Le cimetière s'étendait maintenant de part et d'autre de la route, s'étalant à l'infini. Certaines tombes étaient simples, d'autres ornées de sculptures complexes, quelques-unes brillaient d'une lueur phosphorescente inexplicable. « Arrêtez-vous ici » ordonna doucement la femme du centre. Quadjo obéit, ses mains tremblant sur le volant. Il coupa le moteur et le silence qui s'ensuivit fut total, absolu, oppressant. Pas un bruit d'insectes, pas un souffle de vent, pas même l'écho lointain de la circulation. « Mais, mesdames, » balbutia-t-il, « nous sommes dans un cimetière, il n'y a pas de maison ici. » Un rire cristallin s'éleva de l'arrière de la voiture, mais ce n'était pas un rire humain. Il y avait quelque chose de grinçant, de métallique dans ce son qui fit dresser les cheveux sur la nuque de Quadjo. « Nos maisons sont ici, chauffeur, » dit la plus jeune. « Regardez bien. »
Quadjo tourna la tête vers ses passagères et faillit hurler. Les 3 femmes étaient toujours là, mais elles avaient changé. Leurs beaux visages s'étaient creusés, révélant des joues émaciées et des orbites profondes. Leurs yeux, autrefois d'un noir profond, brillaient maintenant d'une lueur froide et bleutée. Leurs robes blanches, si immaculées au début du voyage, étaient maintenant déchirées et souillées de terre. Des lambeaux de tissu flottaient autour d'elles comme des linceuls. « Merci de nous avoir ramenés chez nous, » dit celle du milieu. « Nous vivons ici depuis si longtemps. Très, très longtemps. » Elle pointa un doigt décharné vers les tombes qui les entouraient. « Voici nos donneurs, nos chambres éternelles. » L'horreur submergea Quadjo comme une vague glacée. Son esprit rationnel refusait d'accepter ce qu'il voyait, mais ses sens ne pouvaient mentir. Il venait de transporter 3 mortes dans son taxi. Il tourna frénétiquement la clé de contact, mais le moteur ne répondit pas. Il essaya, encore et encore, la sueur ruisselant sur son visage malgré le froid qui régnait dans l'habitacle. « Pourquoi partir si vite ?» susurra une voix directement à son oreille. « Restez donc avec nous, pour l'éternité. » Une main glacée se posa sur son épaule, et Quadjo sentit le froid se répandre dans tout son corps comme un poison mortel. Dans un sursaut de panique pure, Quadjo ouvrit sa portière d'un coup et bondit hors de la voiture. Il se mit à courir sans regarder en arrière, ses poumons brûlant dans l'air glacé. Derrière lui, il entendait des rires qui semblaient venir de partout à la fois. Des voix multiples, féminines, qui l'appelaient par son nom avec une douceur terrifiante. « Quadjo, Quadjo, reviens vers nous, Quadjo. » Il traversa le cimetière en trébuchant, ses chaussures glissant sur l'herbe humide de rosée. Les pierres tombales paraissaient bouger, se rapprocher, tenter de lui barrer la route. Le cimetière semblait s'étendre à l'infini. Plus Quadjo courait, plus il y avait de tombes. Des mausolées imposants, des stèles brisées, des croix de fer rouillées. Certaines portaient des noms qu'il arrivait à lire dans sa course folle, d'autres étaient recouvertes de mousse et de lierre. Il remarqua que beaucoup de tombes semblaient récentes malgré l'aspect ancien du lieu, comme si ce cimetière continuait d'accueillir de nouveaux résidents venus d'on ne sait où. Des mains spectrales semblaient jaillir du sol pour l'attraper. Il les évitait de justesse, sautant par-dessus des tombes, slalomant entre les monuments funéraires. Pendant sa fuite, Quadjo commença à entendre d'autres voix, pas seulement celles de ses 3 passagères, mais des dizaines, des centaines d'autres. Des hommes, des femmes, tous adultes, tous morts depuis longtemps. « Reste avec nous, Quadjo. Nous sommes si seuls ici. Tu es comme nous maintenant. Tu as vu notre monde, tu ne peux plus repartir. » Il se boucha les oreilles, mais les voix résonnaient directement dans sa tête. Elles parlaient toutes les langues qu'il connaissait, le fon, le yoruba, le français, l'anglais, comme si elles s'adaptaient à sa compréhension pour mieux le piéger. Derrière lui, la poursuite continuait. Il ne se retournait pas, mais il sentait leur présence se rapprocher. Le froid s'intensifiait, comme si un hiver surnaturel s'abattait sur le cimetière. Ses forces commençaient à faiblir. Il avait couru sur plusieurs kilomètres à travers ce labyrinthe de pierres tombales, et ses jambes menaçaient de le lâcher. Sa respiration était hachée, douloureuse. « Tu ne peux pas nous échapper, Quadjo !» chantait maintenant un chœur de voix morte. « Nous sommes dans ton esprit maintenant. Nous faisons partie de toi. » Alors que le désespoir commençait à l'envahir, Quadjo aperçut une faible lumière au loin, une lueur jaune et chaleureuse qui contrastait avec l'ambiance glaciale du cimetière. Il puisait dans ses dernières réserves d'énergie pour courir vers cette lumière salvatrice. Plus il s'en rapprochait, plus elle prenait forme. Une petite maison isolée avec des fenêtres éclairées et de la fumée qui sortait de la cheminée. « Presque, presque !» allait-il, ses jambes flageolantes. Les voix derrière lui devenaient plus faibles, comme si cette lumière les repoussait. Il sentit leur emprise se relâcher légèrement. Quadjo s'effondra devant la porte de la petite maison, tambourinant désespérément contre le bois ancien. Ses mains saignaient, écorchées par sa course folle à travers les ronces et les pierres du cimetière. « À l'aide, s'il vous plaît, ouvrez !» La porte s'ouvrit, révélant un vieil homme de 65 ans aux cheveux blancs, vêtu d'un pagne traditionnel. Ses yeux exprimaient une sagesse profonde, et curieusement, aucune surprise face à l'état de Quadjo. « Entre, mon fils, » dit-il simplement. « Tu es en sécurité maintenant. » Quadjo s'effondra sur le seuil,
son corps secouait de tremblements incontrôlables. Le vieil homme s'appelait Tonyon Unsa. Il était le gardien de ce cimetière depuis plus de 40 ans, le dernier d'une lignée qui protégeait ce lieu depuis des générations. Sa petite maison était un sanctuaire, protégé par des gris-gris anciens et des prières puissantes. « Tu as transporté les 3 sœurs », dit-il en offrant une tisane chaude à Kwadjo. Je me demandais quand elles choisiraient leur prochain compagnon. Kwadjo, encore en état de choc, ne parvenait pas à articuler un mot. Ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir la tasse. « Les 3 sœurs sont mortes il y a plus de 150 ans, continua Tonyon. Elles étaient des prêtresses vaudou très puissantes, mais elles ont fait un pacte avec des forces obscures. Leur punition est de rester prisonnières de ce cimetière, sauf quand elles trouvent quelqu'un pour les emmener. » Tonyon raconta à Kwadjo l'histoire tragique des 3 femmes. Elles s'appelaient Ayaba, Nashira et Zalika. Au XIXe siècle, elles étaient les prêtresses les plus respectées de la région, capables de communiquer avec les morts et de prédire l'avenir. Mais leur soif de pouvoir les avait perdues. Elles avaient tenté d'invoquer un esprit ancien, une entité si puissante qu'elle pouvait leur donner l'immortalité. Le rituel avait mal tourné, et elles avaient été maudites, condamnées à errer entre le monde des morts et celui des vivants. Elles cherchent constamment quelqu'un pour les aider à briser leur malédiction, expliqua le gardien. Mais chaque fois qu'elles tentent de quitter ce cimetière, leur compagnon en paie le prix. « Que va-t-il m'arriver » demanda enfin Kwadjo, sa voix à peine audible. Tonyon le regarda avec compassion. « Tu as vu l'autre côté, mon fils. Tu as franchi la frontière entre les mondes. Cette vision laisse des traces, des cicatrices sur l'âme. » Il expliqua que tous ceux qui avaient eu affaire aux 3 sœurs étaient marqués à vie. Certains devenaient fous, d'autres tombaient dans un silence éternel. Quelques-uns mouraient simplement, leur esprit incapable de supporter le poids de ce qu'ils avaient vécu. « Mais il y a un moyen de limiter les dégâts, » ajouta le vieil homme. « Un rituel de purification. Cela ne te guérira pas complètement, mais cela pourrait te permettre de survivre. » Tonyon prépara le rituel alors que l'aube approchait. Il mélangea des herbes sacrées dans un bol d'argile, alluma des bougies blanches disposées en cercle et récita des incantations dans une langue que Kwadjo ne reconnaissait pas. « Bois ceci, » dit-il en tendant une décoction amère à Kwadjo. « Cela aidera à purifier ton esprit des influences maléfiques. » Kwadjo obéit, grimaçant au goût épouvantable de la mixture. Immédiatement, il sentit une chaleur se répandre dans son corps, chassant le froid glacial qui l'habitait depuis sa rencontre avec les 3 sœurs. « Maintenant, récite après moi, » ordonna Tonyon. Le rituel dura jusqu'au lever du soleil. Quand les premiers rayons percèrent l'horizon, Kwadjo se sentit légèrement mieux. La terreur absolue qui l'habitait s'atténua, remplacée par une angoisse sourde mais supportable. « Je dois rentrer chez moi, » dit-il. « Ma femme doit être morte d'inquiétude, et ma nièce a des examens aujourd'hui. » Tonyon hocha la tête gravement. « Je vais t'accompagner jusqu'à la route principale, mais souviens-toi, ne parle jamais de ce que tu as vu cette nuit, pas même à ta femme. Les mous ont un pouvoir, et prononcer leur nom pourrait les rappeler. » Ils marchèrent ensemble à travers le cimetière, qui paraissait maintenant ordinaire sous la lumière du jour. Les pierres tombales n'étaient que de la pierre, l'herbe n'était que de l'herbe. Mais Kwadjo savait que l'horreur nocturne reviendrait avec l'obscurité. À la lisière du cimetière, Tonyon s'arrêta. « Ta voiture t'attend, » dit-il en pointant vers un chemin de terre. Effectivement, la Peugeot 504 jaune était là, garée au bord d'une route que Kwadjo reconnaissait maintenant. Il était à moins de 10 km d'Abomey. Comment était-ce possible, après le voyage interminable de la nuit ? « Comment » commença-t-il. « Les règles de notre monde ne s'appliquent pas à leur royaume, » expliqua le vieil homme. « Le temps et l'espace se plient à leur volonté. » Kwadjo monta dans sa voiture, remarquant que le réservoir d'essence était exactement au même niveau qu'au début de la nuit. Sur le siège passager, il trouva l'argent que lui avaient donné les 3 sœurs. Les billets étaient maintenant jaunes et cassants, comme s'ils avaient des décennies d'âge. Kwadjo arriva chez lui vers 8 heures du matin. Adjoa l'attendait sur le pas de la porte, le visage marqué par l'inquiétude et la colère. Kofi était là aussi, encore en pyjama, ses livres de médecine éparpillés sur la table. Elle avait veillé en étudiant, trop inquiète pour dormir. « Où étais-tu »
J'ai appelé tous les autres chauffeurs. Personne ne t'avait vu !» s'écria Adjoa. « J'ai eu une panne !» mentit Quadjo, les paroles de Tonio résonnant dans sa tête. « J'ai dû passer la nuit chez un mécanicien. » Adjoa l'examina attentivement. Elle remarqua sa pâleur, ses vêtements froissés, ses mains qui tremblaient légèrement. Mais elle ne dit rien, se contentant de le serrer dans ses bras. « L'important, c'est que tu sois rentré sain et sauf. » Kofi, maintenant âgé de 23 ans et doté d'un sens aigu de l'observation grâce à ses études médicales, remarqua quelque chose de différent dans les yeux de son oncle. Dans les jours qui suivirent, la famille Akambi remarqua des changements subtils chez Quadjo. Il parlait moins, souriait rarement, et ses célèbres histoires s'étaient tues. Quand quelqu'un lui demandait de raconter un conte, il secouait simplement la tête. « Je n'ai plus envie de ces histoires », disait-il. « Il y a assez d'histoires vraies dans le monde. » Le soir, il évitait de sortir. Pour la première fois en 20 ans, il refusa de faire des courses nocturnes. « La nuit n'est pas faite pour les humains », murmurait-il quand Adjoa lui demandait pourquoi. Ses collègues chauffeurs s'inquiétaient aussi. Quadjo, toujours joyeux et bavard, était devenu silencieux et distant. Il travaillait uniquement le jour maintenant, et encore, pas tous les jours. Koku et Koku, les jumeaux de 20 ans, remarquèrent également les changements. Koku, l'artiste sensible, tentait de capter l'essence de ce changement dans ses dessins, créant des œuvres sombres et troublantes. Koku, plus pragmatique, proposa d'emmener son oncle chez un médecin. Au bout d'une semaine, l'état de Quadjo empira. Il commença à avoir des insomnies, restant éveillé toute la nuit, assis dans son lit, fixant la fenêtre avec des yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu regardes » lui demanda Adjoa. « Elles pourraient revenir, murmurait-il. Elles savent où j'habite maintenant. » Adjoa ne comprenait pas de qui il parlait, mais elle voyait son mari se déliter jour après jour. Il maigrissait, ses cheveux blanchissaient prématurément, et ses mains ne cessaient de trembler. Kofi, avec ses connaissances médicales, essayait de comprendre les symptômes de son oncle. Elle lui prit la tension, examina ses pupilles, posa des questions sur d'éventuelles douleurs. Mais tout semblait normal physiquement. Inquiète, Adjoa convoqua une réunion de famille. Kosi, le frère de Quadjo, âgé de 41 ans et fonctionnaire, vint avec sa femme. Mama Akambi, la mère de 70 ans de Quadjo, arriva accompagnée d'autres membres de la famille élargie. « Il faut l'emmener voir un docteur », suggéra Kosi. « Non », dit Mama Akambi, une femme aux yeux perçants malgré son âge. « Ça n'est pas une maladie du corps, c'est une maladie de l'esprit. Il faut l'emmener chez un guérisseur. »« Les temps ont changé, grand-mère », protesta Kofi, forte de ses études de médecine. « Les médecines modernes ne guérissent pas les maux anciens, » l'interrompit la vieille femme. Je vois dans ses yeux qu'il a rencontré quelque chose qui ne devrait pas exister. La famille emmena Quadjo chez Maître Sagbo, un guérisseur de 52 ans réputé du quartier Fidrossé. L'homme examina Quadjo en silence, passant ses mains au-dessus de son corps sans le toucher. « Cet homme a vu les morts », déclara-t-il finalement. « Son aura est contaminée par leur présence. C'est très grave. » Il prépara des décoctions d'herbes, brûla de l'encens, récita des prières en langue yoruba, mais rien n'y fit. L'état de Quadjo ne s'améliora pas. « Il faut quelqu'un de plus puissant », admit Maître Sagbo après plusieurs séances infructueuses. « Ce mal dépasse mes compétences. » Kofi assistait aux séances avec un mélange de scepticisme scientifique et d'inquiétude grandissante. Son oncle ne réagissait à aucun traitement traditionnel ou moderne. Désespérée, la famille fit appel à Maître Dadjo, âgé de 80 ans, le plus respecté des guérisseurs traditionnels de la région. Il arriva un soir accompagné de 2 assistants adultes portant des sacs remplis de fétiches, d'herbes et d'objets rituels. Son examen de Quadjo fut plus approfondi que celui de son prédécesseur. Il passa de longues minutes à observer les yeux de Quadjo, à palper son crâne, à écouter sa respiration. « Cet homme a été marqué par les proies maudites, » annonça-t-il gravement. Elles ont planté leurs graines de folie dans son esprit. Bientôt, il rejoindra leur royaume éternel. La famille fut horrifiée par ce diagnostic. Adjoa se mit à pleurer. Kofi serra les poings de frustration face à l'impuissance de la médecine. Les jumeaux se serrèrent l'un contre l'autre.
Maître Dadjo tenta le rituel le plus puissant de son répertoire. Il traça des symboles mystiques autour de Kwadjo, invoqua les ancêtres, fit brûler des herbes sacrées récoltées dans des lieux saints. Pendant un moment, il sembla que le rituel fonctionnait. Kwadjo parut reprendre des couleurs, ses tremblements s'atténuèrent. Kofi nota une légère amélioration dans ses signes vitaux. Mais cet espoir fut de courte durée. « Je ne peux rien faire », admit finalement le grand maître, épuisé par ses efforts. Les 3 sœurs l'ont réclamé. Son âme leur appartient maintenant. Dans les jours qui suivirent cet échec, Kwadjo sombra complètement. Il cessa de parler, de manger, de boire. Il restait assis dans un coin de sa chambre, les yeux fixes, regardant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. 2 semaines après l'échec du grand rituel, Kwadjo entra dans un mutisme total. Il ne répondait plus à aucune sollicitation, ne reconnaissait plus sa famille. Ses yeux, autrefois vifs et expressifs, étaient devenus vitreux, comme s'ils observaient un monde invisible. Adjoa passait ses journées à son chevet, lui parlant, lui racontant les nouvelles du quartier, espérant une réaction. Kofi venait entre ses cours de médecine, tentant d'appliquer ses connaissances pour comprendre l'état de son oncle. Parfois, elle avait l'impression qu'il l'entendait, qu'une étincelle de reconnaissance passait dans son regard. Mais c'était si fugace qu'elle se demandait si elle ne l'imaginait pas. Les jumeaux évitaient maintenant la chambre de leur oncle. Koku, le plus sensible, ne supportait plus de voir l'homme qui lui avait appris l'art de raconter des histoires réduit à cette ombre silencieuse. Koku, plus pragmatique, proposait sans cesse des solutions médicales que Kofi avait déjà envisagées. Les nuits étaient les pires. Kwadjo se mettait parfois à gémir doucement, ses mains griffant les draps. Il murmurait des mots incompréhensibles, des fragments de phrases qui glaçaient le sang de ceux qui les entendaient. « Elles viennent. Elles sont là. Non, je ne veux pas retourner avec elles. Les tombes bougent. Elles se rapprochent. Il faut fuir. Ma famille, protéger ma famille. Elles veulent les emmener aussi. » Adjoa dormait à ses côtés, prête à le réconforter, quand les cauchemars devenaient trop intenses. Kofi, armé de ses connaissances médicales, avait essayé différents calmants naturels, mais rien ne semblait l'atteindre. Il était prisonnier d'un monde de terreur auquel aucun d'eux n'avait accès. La maladie de Kwadjo affectait toute la famille. Adjoa avait pris un congé sans solde pour s'occuper de lui, ce qui aggravait leur situation financière déjà précaire. Les factures s'accumulaient, le réfrigérateur se vidait. Kofi dut suspendre temporairement ses études de médecine pour aider financièrement la famille en donnant des cours particuliers. Elle, qui rêvait de devenir médecin pour sauver des vies, se retrouvait impuissante face à la souffrance de son oncle bien-aimé. Les jumeaux, maintenant âgés de 20 ans, réagissaient différemment. Koku, l'artiste, créait des œuvres de plus en plus sombres, comme si la maladie de son oncle influençait sa créativité. Ses professeurs aux beaux-arts s'inquiétaient de cette évolution. Koku, l'apprenti mécanicien, passait de plus en plus de temps au garage, préférant la réalité concrète des moteurs à l'atmosphère oppressante de la maison. Dans le quartier, les rumeurs allaient bon train. Certains disaient que Kwadjo avait été empoisonné par un rival jaloux. D'autres prétendaient qu'il avait été frappé par un sort jeté par une cliente mécontente. Mais les plus anciens, ceux qui se souvenaient des vieilles légendes, chuchotaient une autre version. Kwadjo avait rencontré quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir, quelque chose qui appartenait au monde des morts. « Je l'avais prévenu », disait Mama Juliette, maintenant âgée de 55 ans, la vendeuse de café nocturne. « Cette nuit-là, les signes étaient mauvais. Mes poules n'arrêtaient pas de caqueter. » Honoré, son ami chauffeur de 45 ans, défendait sa réputation. Kwadjo était un homme bon, il ne méritait pas ça. Désespéré, Adjoa décida d'emmener Kwadjo à l'hôpital général d'Abomey. Peut-être que la médecine moderne réussirait là où la médecine traditionnelle avait échoué. Le docteur Asogba, un neurologue de 50 ans réputé, examina Kwadjo avec attention. Kofi l'accompagnait, posant des questions techniques que ses études lui permettaient de formuler. Ils firent passer des scanners, des analyses de sang, des tests neurologiques, mais tous les résultats revinrent normaux. « Physiquement, votre mari est en parfaite santé », expliqua-t-il à Adjoa. « Son état semble être d'origine psychologique. Je recommande une consultation en psychiatrie. » Mais même le psychiatre fut dépassé par le cas de Kwadjo. Les médicaments n'avaient aucun effet. La thérapie était impossible avec un patient qui ne parlait pas.
1 mois après sa rencontre avec les 3 sœurs, l'état physique de Kwadjo commença à se détériorer rapidement. Il refusait toute nourriture, ne buvait que lorsqu'on l'y forçait. Son corps, autrefois robuste, s'affaiblissait à vue d'œil. Il maigrissait dramatiquement, ses joues se creusaient, ses yeux s'enfonçaient dans leurs orbites. Sa peau prenait une teinte grisâtre, comme si la vie se retirait peu à peu de lui. Kofi, avec ses connaissances médicales, essayait de maintenir son oncle en vie par des perfusions et des compléments nutritionnels, mais son corps semblait rejeter tout ce qui pouvait le maintenir dans ce monde. Adjoa appelait régulièrement le docteur, mais celui-ci ne pouvait que constater l'aggravation sans pouvoir l'expliquer ni l'arrêter. « Il se laisse mourir, dit-il un jour. Quelque chose a brisé sa volonté de vivre. » Sentant que la fin approchait, la famille se rassembla au chevet de Kwadjo. Kosi, son frère de 41 ans, vint avec sa femme et leurs propres enfants adultes. Mama Akambi, malgré ses 70 ans, fit le déplacement, soutenu par ses autres enfants. Tous venaient lui dire au revoir, espérant un dernier regard, un dernier signe de reconnaissance. Kofi prit la main décharnée de son oncle. « Tonton, si tu m'entends, serre ma main, » supplia-t-elle, appliquant ses connaissances médicales pour tester ses réflexes. Pour la première fois depuis des semaines, les doigts de Kwadjo bougèrent légèrement. Ce fut si discret qu'Adjoa se demanda si elle ne l'avait pas imaginé. Mais Kofi, formé à observer les signes vitaux, était sûr d'avoir senti cette pression faible mais réelle. « Il nous entend encore », chuchota la jeune femme de 23 ans. « Une partie de lui est encore avec nous. » La dernière nuit de Kwadjo fut particulièrement agitée. Il se réveillait en sursaut, le regard affolé, comme s'il voyait quelque chose de terrifiant. Ses lèvres bougeaient silencieusement, formant des mots que personne ne pouvait comprendre. Vers 3 heures du matin, il sembla soudain plus calme. Son visage se détendit, sa respiration devint plus régulière. Adjoa, épuisé par des semaines de veille, s'endormit quelques instants dans le fauteuil près du lit. Kofi, qui étudiait ses livres de médecine tout en surveillant son oncle, finit aussi par s'assoupir. Elle fut réveillée par un silence inhabituel. La respiration de Kwadjo avait cessé. Elle vérifia immédiatement son pouls, puis secoua doucement Adjoa. Il était parti dans son sommeil, sans bruit, sans lutte, comme si son âme avait enfin trouvé la paix. Les funérailles de Kwadjo furent empreintes d'une tristesse particulière. Tout le quartier vint rendre hommage à l'homme qui avait été leur conteur, leur ami, leur confident nocturne. Honoré, maintenant âgé de 45 ans, porta le cercueil avec d'autres chauffeurs. Mama Juliette pleura comme si elle avait perdu un fils. Les étudiants que transportait régulièrement Kwadjo vinrent témoigner de sa gentillesse. Mais il y avait aussi une crainte palpable. Certains évitaient de s'approcher trop près du cercueil, comme s'ils craignaient d'être contaminés par la malédiction qui l'avait emporté. Le pasteur innocent, maintenant âgé de 48 ans, et qui dirigeait la cérémonie, eut des mots émouvants. Kwadjo était un homme de bien, un père spirituel aimant, un époux dévoué. Quelque chose l'a emporté, quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais nous devons nous souvenir de l'homme qu'il était, pas de l'ombre qu'il est devenu. Après l'enterrement, la vie reprit lentement son cours dans le quartier. Mais l'histoire de Kwadjo laissa des traces profondes. Les chauffeurs de taxi évitaient certaines routes la nuit, surtout celles qui menaient vers le grand marché. Personne ne voulait récupérer sa Peugeot 504 jaune. Elle resta garée devant la maison familiale, comme un monument à sa mémoire, mais aussi comme un rappel de ce qui pouvait arriver à ceux qui s'aventurent trop loin dans les ténèbres. Adjoa finit par la vendre pour une somme dérisoire à un ferrailleur. Mais même lui, un homme de 50 ans pourtant pragmatique, hésita longtemps avant de l'emmener, troublé par les histoires qu'on racontait sur cette voiture. Dans les mois qui suivirent la mort de Kwadjo, sa famille lutta pour reconstruire sa vie. Adjoa dut reprendre son travail d'institutrice à temps plein, jonglant entre son métier et l'éducation de ses 3 protégés adultes. Kofi, maintenant âgée de 24 ans, reprit ses études de médecine avec une détermination farouche. Elle était devenue la confidente de sa tante. Elle l'aidait avec ses frères, s'occupait des tâches administratives et tentait de maintenir la cohésion familiale. Mais elle portait en elle une blessure profonde. Elle n'avait jamais compris ce qui avait transformé son oncle bien-aimé en cette ombre terrifiée. Les jumeaux Kokou et Kokou, maintenant âgés de 21 ans, réagissaient différemment au deuil.
Koku était devenu encore plus introverti, passant des heures à peindre des scènes étranges, qui inquiétaient sa famille. Koku, au contraire, s'était jeté dans le travail, devenant un mécanicien accompli et gagnant déjà sa vie au garage. Étrangement, même après la mort de Kwadjo, certains phénomènes inexpliqués continuaient de se produire autour de sa famille. Adjoa trouvait parfois sa voiture déplacée le matin, alors qu'elle était sûre de l'avoir garée ailleurs la veille. Kofi affirmait entendre parfois la voix de son oncle l'appeler doucement la nuit, mais quand elle se levait pour vérifier, elle ne trouvait rien. Les jumeaux parlaient de rêves récurrents où leur oncle tentait de leur dire quelque chose d'important, mais ils ne parvenaient jamais à comprendre ses paroles. Ces manifestations inquiétaient Adjoa, qui craignait que la malédiction qui avait emporté son mari ne s'étende à leur famille adoptive. Ne supportant plus de vivre dans l'ignorance, Adjoa décida de mener sa propre enquête. Elle interrogea discrètement les collègues de Kwadjo, ses amis, tous ceux qu'il avait côtoyés dans ces derniers jours. C'est ainsi qu'elle apprit que Kwadjo avait changé son comportement quelques jours avant de tomber malade. Plusieurs chauffeurs lui avaient parlé d'une nuit où il était rentré très tard, l'air bouleversé, refusant de raconter ce qui s'était passé. Il ne voulait plus faire de courses nocturnes après cette nuit-là, lui raconta son ami Honoré, maintenant âgé de 46 ans. Quelque chose l'avait vraiment secoué, mais il ne voulait pas en parler. Les recherches d'Adjoa l'amenèrent finalement à Tonyon Unsa, maintenant âgé de 66 ans, le vieux gardien du cimetière. Elle avait entendu parler de lui par d'autres familles qui avaient vécu des expériences similaires, moins dramatiques, mais troublantes néanmoins. Quand elle se présenta à sa porte, Tonyon la reconnut immédiatement. « Tu es la femme de Kwadjo » dit-il simplement. « Je t'attendais. » Il lui raconta toute la vérité. La rencontre avec les 3 sœurs, la course infernale, le rituel de purification qui n'avait pas suffi. Adjoa écouta avec un mélange d'horreur et de soulagement. Enfin, elle comprenait. « Pourquoi ne l'avez-vous pas sauvé ?» demanda-t-elle, des larmes dans les yeux. « J'ai fait tout ce que je pouvais, » répondit tristement le vieil homme. « Mais certaines rencontres marquent là ma vie. Ton mari a payé le prix de sa curiosité. Tonyon n'est en garde Adjoa contre les dangers qui pourraient menacer sa famille adoptive. Les 3 sœurs ont goûté à l'esprit de votre famille, expliqua-t-il. Elles pourraient être tentées de revenir. Il lui donna des amulettes protectrices pour chacun des jeunes adultes, des gris-gris à placer aux fenêtres et aux portes de la maison. Il lui enseigna également des prières spéciales à réciter chaque soir. La protection n'est jamais absolue, l'avertit-il, mais cela devrait suffire si vos protégés restent prudents et évitent de chercher ce qu'ils ne devraient pas trouver. De retour chez elle, Adjoa rassembla Kofi et les jumeaux et leur raconta une version édulcorée de la vérité. Elle leur expliqua que leur oncle avait rencontré quelque chose de dangereux, quelque chose qui l'avait rendu malade et avait finalement causé sa mort. « C'est pourquoi nous devons être prudentes, » leur dit-elle. « Il existe des forces dans ce monde que nous ne comprenons pas. Votre oncle a toujours dit que certaines histoires étaient plus que des histoires. » Kofi, maintenant âgé de 24 ans et la plus mature, comprit immédiatement l'ampleur de ce que sa tante lui révélait. Ses études de médecine l'avaient préparé à accepter qu'il puisse exister des phénomènes inexpliqués par la science moderne. Armée de cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, Adjoa put enfin commencer à faire son deuil. Elle comprenait maintenant que son mari n'était pas parti par choix, qu'il avait lutté contre quelque chose de plus fort que lui. Elle reprit goût à la vie peu à peu, encouragée par l'amour de sa famille adoptive et le soutien de sa famille élargie. Elle retourna enseigner avec passion, trouvant dans l'éducation des jeunes un moyen de perpétuer l'héritage positif de Kwadjo. Kofi excellait dans ses études de médecine, déterminé à honorer la mémoire de son oncle en sauvant des vies. Les jumeaux, protégés par les amulettes et l'amour familial, continuèrent leur développement, Koku dans ses études artistiques, Koku dans sa formation de mécanicien. Dans le quartier, l'histoire de Kwadjo devint progressivement une légende. Les détails se transformèrent au fil des récits, s'enrichissant d'éléments fantastiques, devenant plus dramatiques à chaque nouvelle version. Certains disaient qu'il avait transporté la mort elle-même. D'autres prétendaient qu'il était devenu lui-même un esprit, continuant à conduire son taxi fantôme dans les rues d'Abomey. Les plus imaginatifs affirmaient l'avoir vu aux petites heures de la nuit, cherchant encore des passagers dans l'au-delà. Mais pour ceux qui l'avaient vraiment connu, Kwadjo restait l'homme généreux et conteur qui avait illuminé leur soirée de ses récits.
Les anciens du quartier utilisèrent l'histoire de Quadjo comme une leçon pour les jeunes générations d'adultes. « Voici ce qui arrive à ceux qui vont trop loin », disait-il. La curiosité est une vertu, mais elle a ses limites. Les nouveaux chauffeurs de taxi, tous adultes expérimentés, étaient particulièrement sensibles à cette histoire. Beaucoup refusaient certaines courses nocturnes, surtout celles qui les menaient vers des destinations isolées. La prudence remplaça la témérité chez ceux qui parcouraient les routes d'Abomey la nuit. Maman Juliette, maintenant âgée de 56 ans, dans son kiosque, racontait souvent l'histoire aux chauffeurs qui s'arrêtaient boire un café. « Quadjo était un homme bon », concluait-elle toujours, « mais même les hommes bons peuvent rencontrer le mal. » 10 ans après la mort de Quadjo, sa famille avait trouvé un équilibre. Adjoa, maintenant âgé de 50 ans, s'était remarié avec un instituteur veuf de 42 ans, un homme doux qui respectait la mémoire de son prédécesseur. Kofi était devenu médecin à 34 ans, déterminé à soigner les maux qu'elle pouvait comprendre et guérir. Les jumeaux, maintenant âgés de 31 ans, avaient choisi des voies différentes. Koku était devenu un artiste reconnu, canalisant ses visions d'enfance dans des œuvres puissantes qui parlaient de la frontière entre les mondes. Ses toiles étaient exposées dans les galeries d'Abomey et même de Cotonou. Koku avait ouvert son propre garage, préférant la réalité tangible des moteurs au mystère de l'invisible. Il employait maintenant 3 mécaniciens et était respecté dans sa profession. Parfois, lors des réunions familiales, ils évoquaient encore la mémoire de Quadjo. Mais c'était maintenant avec tendresse plutôt qu'avec douleur. Il était redevenu le père spirituel aimant, le mari attentionné, l'homme qui avait marqué leur vie par sa générosité et sa joie de vivre. Et dans les rues d'Abomey, quand la nuit tombe et que la brume monte du sol, certains affirment encore entendre le ronflement familier d'un vieux moteur de Peugeot 504. Ils disent que c'est Quadjo qui continue sa tournée éternelle, transportant maintenant les âmes perdues vers leur destination finale. Mais ceux qui l'ont vraiment connu savent que s'il revient, c'est simplement pour veiller sur sa ville, sur sa famille, sur tous ceux qu'il a aimés.